Aujourd'hui, on accueille Jean-Christophe Rosselin, qui est adjoint directeur général d'Elegia, Société d'aménagement et d'équipement du territoire. Donc, jusqu'à présent, les acteurs qu'on a écoutés étaient beaucoup des acteurs qui intervenaient en renouvellement urbain, en densification, mais dans ce qu'on appelle le diffus, c'est-à-dire dans la ville, c'est-à-dire des parcelles, des sites ou des bâtiments que l'on trouve un petit peu en opportunité. Donc faire ou refaire la ville, c'est beaucoup ça. Mais parfois, on est sur des ensembles qui sont beaucoup plus vastes. On est sur de grands quartiers à renouveler ou à refaire, avec des grands périmètres, que ce soit pour le développement économique ou pour l'habitat, ou pour faire des quartiers mixtes. Et ça, ce sont des opérations d'aménagement. Et pour faire des opérations d'aménagement, on a des aménageurs, donc c'est le cas de la société Elegia. Et ces aménageurs-là doivent gérer toute une complexité, des acquisitions foncières, des travaux publics, des commercialisations, des procédures, et surtout un mode projet dans des circonstances et des contextes qui évoluent en permanence et qui sont de plus en plus complexes. Donc c'est de ça dont on va parler avec Jean-Christophe aujourd'hui. Jean-Christophe, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, nous expliquer qui est Elegia et que fait Elegia, et finalement quel est le métier de l'aménageur? Parfait. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous pour partager cette vision d'aménageur sur Lausanne. Je suis, comme tu l'as dit, adjoint au directeur général, mais je suis uniquement chargé de l'aménagement urbain, des projets urbains. Donc mon rôle, c'est de coordonner toute l'activité d'aménageur du groupe, qui est suivi par 3 directions opérationnelles. Je m'occupe du service foncier, du service commercialisation et d'une direction opérationnelle qui est plutôt celle du Nord-Isère. Donc moi, je ne travaille pas en tant qu'activité propre opérationnelle sur la métropole, je suis plutôt sur le Nord-Isère, tous les territoires de l'ex-ville nouvelle qui est aujourd'hui sur le territoire d'Acapie et l'Isère-Rodanienne. Quelques mots d'Elegia. Donc Elegia, c'est un regroupement d'établissements publics locaux. Donc on a 2 SEM, Territoire 38, qui est évidemment connu et qui a été créé en 1957, et Sarah Développement, qui intervient plutôt sur le Nord-Isère, 2 sociétés publiques locales, Isère Aménagement et Sarah Aménagement, et on a toute une série de filiales que je ne vais pas vous préciser ici, ça serait trop long. Donc notre savoir-faire, c'est la conduite de projets d'intérêt général, donc que ce soit dans un cadre public, directement pour le compte de nos actionnaires, de nos structures, qui sont des collectivités. Donc on a GAM, on a le département de l'Isère, et quasiment toutes les Comcom de l'Isère et un certain nombre de communes, ou dans un cadre plus privé où on fait des opérations propres, où là on va pouvoir faire des opérations d'investissement ou de promotion immobilière. Notre champ d'activité, c'est les projets urbains dont je m'occupe, toute une série d'infrastructures, ouvrages d'art, travaux hydrauliques, tout ce qui relève de la mobilité, voies vertes, téléportées, etc. On va avoir toutes les constructions publiques et immobilier, donc investissement et promotion immobilière, que ce soit en activité ou pour le logement. Et on a dernièrement une filiale pour le développement d'opérations d'énergie renouvelable. On est plutôt axé aujourd'hui sur le photovoltaïque. Alors, quelques chiffres. En termes de chiffre d'affaires, on est, en termes de rémunération, c'est environ 11 millions d'euros. On est une centaine de personnes, un peu plus de 100 personnes dans le groupe. Et on a une chiffre d'opération, ce qu'on investit au niveau des opérations, à peu près de 80 millions d'euros annuels. Notre périmètre, comme je vous l'ai dit, c'est l'Isère, et on travaille aussi ponctuellement sur les départements mitoyens. Donc dans les Hautes-Alpes, on a des dossiers notamment sur Briançon, dans l'Ain, en Haute-Savoie, un peu dans le Rhône et dans la Drôme. Voilà, donc mon rôle, c'est de coordonner l'ensemble de cette activité, comme je vous le disais, l'activité projet urbain, c'est à peu près 25% de l'activité du groupe. Voilà, et donc on intervient la plupart du temps en tant qu'aménageur en concession d'aménagement, ça veut dire qu'on est maître d'ouvrage.
Et donc, on va avoir en charge, comme tu l'as dit, toutes les acquisitions foncières, le montage opérationnel qui est très lourd aujourd'hui sur les opérations d'aménagement, la réalisation des travaux qui va nous permettre de commercialiser les terrains aménagés, que ce soit pour l'habitat ou pour l'activité. Merci. Donc, on voit il y a plusieurs métiers à l'intérieur d'Elegia, dont celui d'aménageur. Donc, en tant qu'aménageur, quand le ZAN est paru, comment avez-vous analysé ça? Est-ce que ça a été une surprise? Est-ce que c'était plutôt anticipé? Et comment vous l'analysez en termes d'impact pour votre activité et votre stratégie? Bon, ce n'est pas une surprise, hein. De toute façon, il fallait changer de paradigme et éviter de céder à la facilité d'étendre la ville sur les terres agricoles et sur des terrains naturels. Voilà, moi, j'ai commencé ma carrière en ville nouvelle. Voilà, moi, je suis baigné de ces extensions urbaines en début de carrière. Et donc, vraiment, c'est très impactant en termes d'impact, comme tout le monde le sait, hein, sur la biodiversité. Aujourd'hui, le sujet de souveraineté agricole. Et puis bon, ça demande énormément d'infrastructures en termes de voirie, réseau, etc. Et c'est très coûteux pour l'ensemble de la société. Et puis ça donne des temps de transport très importants. Donc il était vraiment essentiel de retravailler, de réfléchir à la densité, à l'intensification de la ville, à refaire, à renouveler la ville sur la ville. Et en ce sens, il y a un vrai intérêt à ce ZAN, c'est que moi, je perçois bien, moi je travaille vraiment sur tout l'Isère, hein, donc on a vraiment, que ce soit pour des villages, pour des petites com-com, etc., où là on a vraiment un changement de culture et des intervenants, quoi, de nos décideurs, quoi. Ça a vraiment germé dans la tête qu'on ne pouvait plus continuer comme on faisait passer. Voilà, j'ai besoin d'accueillir des entreprises, j'ai besoin de nouveaux habitants, d'accueillir de nouveaux habitants, là je vais aller faire un lotissement là, je vais aller faire un parc d'activités là. Donc vraiment là, c'est vraiment très bien de ce point de vue-là, et c'est pas une surprise, et c'est vraiment quelque chose qui était nécessaire. Par contre, là où je m'interroge, c'est sur la façon dont le législateur s'y est pris pour faire le ZAN. Aujourd'hui, on a quand même besoin de continuer à développer notre économie. Il y a des vrais besoins de foncier, notamment en lien avec la réindustrialisation, les enjeux nationaux de réindustrialisation. On a besoin de produire du logement, hein, mais du logement accessible pour toute la population, quel que soit le niveau de revenus, hein, de cette population. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une séquence où on a l'impression qu'on est en train de tout renchérir, qu'il y a une homogénéité le législateur a dit, il faut réduire par rapport à une référence de la dernière décennie. Il y en a qui ont beaucoup construit, il y en a qui n'ont jamais construit, mais on ne s'est pas forcément adapté aux besoins des territoires, me semble-t-il. Et puis, il y a un calendrier qui est serré. Donc voilà, moi je m'interroge là en ce sens que est-ce que c'est une si bonne nouvelle pour continuer à produire et voilà. Donc questionnement sur les coûts, sur le calendrier et finalement sur le caractère équitable ou pas de la mesure qui consiste à dire moins 50% de consommation foncière pour tout le monde, y compris ceux qui ont consommé beaucoup, ils peuvent encore consommer plus que ceux qui ont été plus sobres. Voilà. Et donc j'ai des vrais soucis sur beaucoup de mes opérations à ce niveau-là. On va pouvoir en parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as une carrière dans l'aménagement où tu es passé de la ville nouvelle, entre guillemets, extensive, et la mise en place de la loi SRU avec le renouvellement urbain, la sobriété foncière. Et maintenant, on est encore un cran supérieur avec le ZAN. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, en tant qu'aménageur, en quoi vous êtes déjà un acteur, finalement, qui gère le foncier, qui est en sobriété foncière par rapport à l'évolution des pratiques que tu as pu voir, et puis comment on peut aller encore un peu plus loin là-dessus. Alors j'ai prévu quelques slides sur l'écran là pour vous montrer un petit peu l'évolution des opérations qu'on a à conduire pour nos collectivités. Nous, on ne choisit pas les opérations, on vient nous chercher pour conduire des opérations. On voit que le profil des opérations a beaucoup évolué au cours du temps. Donc là, les premières slides, c'est les opérations les plus récentes sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc là, on a l'ancien hôpital de Voiron.
Donc l'hôpital a été délocalisé et donc on va avoir à retravailler tout ce ténement avec des démolitions et puis des conservations du bâtiment patrimonial que l'on voit en front. Donc ça, c'est un très grand ensemble immobilier. Hein. Voilà. Donc là, bon, voilà, on fera. Le but, c'est de faire un quartier qui soit pas monofonctionnel habitat, mais qui puisse y avoir des formations et un peu d'activité également sur ce quartier. Mais bon, je n'ai pas le temps de développer. On ne va pas tout développer. Voilà. Voilà, on travaille beaucoup sur Briançon avec 2 anciennes casernes militaires. Alors là, on est à 2 pas du centre-ville de Briançon. Là, ça, c'est au pied de la citadelle, c'est ça? C'est un peu plus loin, c'est plus au pied du domaine skiable, mais c'est vraiment à 2 pas du centre-ville bas de Briançon. Et donc là, on a un superbe ténement où là, on va vraiment faire un quartier, une extension du centre-ville avec toutes les fonctions d'un centre-ville. Voilà, donc on est aussi sur la ZAC des Minotiers, là on est donc sur la commune de Pont-de-Clay, où là vraiment on a recréé, restructuré un centre-ville avec une intensité au niveau habitat, et donc on a un renouvellement de la ville sur la ville. Voilà, là je passe en activité dans le Nord-Isère, donc là on a une friche de 10 hectares, complètement imperméabilisée, sur laquelle on travaille pour recréer de l'activité. Donc voilà, on a vraiment des dossiers qui sont vraiment sur du renouvellement urbain, ces derniers dossiers. On a des dossiers un peu plus anciens, pour certains, où là, on est vraiment sur une extension, une grosse extension. Là, on est sur un périmètre de 340 hectares. Donc c'est un vieux dossier des années 70 qui est en lien avec le canal du Rhône qu'on voit. Et donc là, on est vraiment sur un projet qui est de réindustrialisation de la France. Et là, donc là, on est hors trajectoire ZAN, hein, on est bien d'accord. Sauf qu'on a réussi à se faire labelliser projet d'envergure nationale et européen, donc PD. On est dans le forfait national du ZAN sur cette opération. Également, on est en PN sur le parc des Fontaines à Bernin, où on est sur une extension d'environ 10 hectares. Et là, on va sortir des limites du SCOT, de l'urbanisation du SCOT. Donc, il y a une mise en compatibilité du SCOT à faire. Donc là, on est en concertation sur ça. Et là, toujours dans cet objectif de réindustrialisation et donc l'importance de la filière microélectronique au niveau national. Pareil, donc on a un autre parc d'activités très ancien, des terrains qu'on a achetés à l'État, un terrain ex-Ville-Nouvelle. On est sur la commune de Vaux-Milieu. Et là, c'est un parc qui est labellisé PAIR, un parc d'activités d'intérêt régional. Et ces parcs d'activités d'intérêt régional, le but, c'est qu'ils rentrent dans le forfait régional du ZAN et qui sont... bon, ça, c'est pas fait encore parce qu'on attend que le SRADET soit... on va dire, je ne sais pas comment on dit, climatisé ou qu'il soit adapté. Mis en compatibilité. Mis en compatibilité. Et donc, bon, on n'y est pas encore, mais bon, c'est l'objectif de ces labellisations. Parce que sinon, sans cette labellisation et ce forfait régional, c'est clair qu'on n'y arrivera pas à faire ça. Et puis, il y aura des opérations très anciennes. Bon, j'en ai un certain nombre. Hein. On a à peu près 35 concessions d'aménagement dans le groupe. Là, je vous ai juste mis un éclairage. On est sur la ville nouvelle de l'île d'Abo. On est à l'île d'Abo, où là, on a encore beaucoup de ténements qui sont libres au cœur des... Mais là, on est quand même sur de l'extension urbaine, mais on a encore beaucoup de dossiers comme ça. Voilà. Donc, on voit une évolution. Là, c'est des dossiers les plus... Ah, ben oui, j'en ai oublié un. Celui-là, il est très... C'est le premier qu'on a. C'est une renaturation de site et désartificialisation de site. On est au nord de l'aéroport là, de Grenoble. Et voilà, on va démolir tous les bâtiments et on va recréer des milieux naturels sur ce site. Donc, on espère en avoir d'autres des comme ça dans les années qui viennent. Ça intéresse beaucoup, évidemment, tout le monde, parce que c'est porteur de sens. Donc, voilà l'évolution. Donc, une vraie évolution des dossiers qu'on a à conduire. Et donc, vraiment, on se tourne vers le renouvellement urbain, refaire la ville sur la ville. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on travaille plutôt aujourd'hui, nous, dans le groupe, sur des grandes emprises. On a des propriétaires uniques. C'est assez facile au niveau foncier. Ah oui. Voilà, mais on a ce gisement-là. On peut s'interroger s'il y en aura encore beaucoup sur les années qui viennent.
On voit à travers ces exemples l'évolution, hein. Il y a de l'extension, on va sur du renouvellement urbain. Et dans le Ouais. renouvellement urbain, c'est aussi des grands complexes qui sont immobiliers. Le fait de travailler à ces échelles-là, d'être opérateur, d'être aménageur, en quoi ça active des leviers, une boîte à outils pour l'aménageur pour être encore plus économe en matière d'espace? Est-ce qu'il y a des mutualisations, des péréquations à faire? Et puis, Mm. Alors, voilà. effectivement, donc, on s'interroge à chaque fois, quel que soit le projet, la façon dont on peut consommer au mieux, on va dire, entre guillemets, au mieux le foncier. Donc, je prendrai quelques exemples. Donc, sur nos parcs d'activités, on essaye désormais de sortir du modèle une entreprise, un terrain, ou un terrain, une entreprise. C'est-à-dire, voilà, donc une entreprise qui vient nous voir et puis en lui vend un terrain. Donc, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on privilégie, et on a fait beaucoup de programmes désormais comme ça, c'est de dire, c'est des programmes d'ensemble où vraiment on a une concentration d'entreprises sur un même volume bâti et on met en location ou à la vente des cellules. Et on essaye d'avoir une granulométrie de taille de cellules assez différente. Mais ça marche bien pour les PME, PMI. On va essayer, on est en train de développer ça, on ne l'a pas encore mis en œuvre, pour l'industrie, essayer de travailler sur des halles d'industrialisation ou voilà, de différentes tailles, où les entreprises qui peuvent trouver voilà, qui puissent dire aussi, on puisse accompagner la croissance d'une entreprise. Voilà, j'ai besoin voilà, d'un terrain, voilà, d'un volume, serait-ce de plancher assez mesuré, je suis en croissance, je sais que je peux peut-être trouver sur le même programme ou sur un programme à côté une cellule plus grande, etc. C'est-à-dire que la modularité qu'on avait avant d'avoir de vendre une grande parcelle et les industriels achetaient une réserve en plus Ah oui, pour non, s'étendre, fini. Et là, on trouve plutôt cette capacité dans de l'immobilier voilà. qu'on concevrait exprès dans ce but-là. Voilà. Donc là, on est plutôt en phase de développement. On n'a pas encore mis en œuvre. On sait qu'il y a des choses qui ont été mises en œuvre sur Lyon, notamment. Dans ce cadre-là, on est en train de regarder ça. D'accord. Voilà, ça c'était pour l'activité. Oui, non, parce que bon, ce qu'on constate nous sur les parcs d'activité de la ville nouvelle, hein, de l'île d'Abo, c'est que voilà, il y a des entreprises, ils ont besoin de 2-3 places de stationnement, ils en ont 30, et à côté, le voisin, il a besoin de 50 places et il en a que 30, et puis il stationne n'importe où, ça pose beaucoup de problèmes de gestion. Donc on travaille également sur beaucoup la mutualisation des espaces de stationnement. Voilà, donc ce qu'on se prescrit aujourd'hui sur nos nouveaux dossiers, c'est qu'à partir d'un certain nombre de places, une obligation pour les entreprises de faire en silo, voilà, de mettre en élévation les stationnements. Et on travaille sur la mutualisation. C'est-à-dire à la parcelle d'avoir quelques places privatives et d'être dans un parc de stationnement mutualisé pour le reste des salariés. Bon, ça pose des sujets de modèle économique, de préinvestissement par l'aménageur, mais bon, c'est des modèles sur lesquels il faut y aller parce que bon, c'est du gain de place. D'accord. Et en termes de fonctionnalité, c'est beaucoup plus intelligent. Et pour les quartiers d'habitat ou les centralités, vous avez aussi des ficelles pour optimiser le foncier et être dans la sobriété? Alors, en fait, on privilégie, on promeut la densité et on fait vraiment un travail sur le fait que ce soit une densité désirable, que ce soit pour les futurs habitants ou pour les élus, parce on fait face à beaucoup de frilosité. En fait, on fait vraiment souvent un gros travail avec nos architectes urbanistes qu'on va proposer à nos donneurs d'ordre. Et ça m'arrive assez fréquemment de dire bah non, c'est trop dense et il faut baisser, etc. J'ai eu dernièrement un cas vraiment, j'avais une très belle parcelle qui pouvait supporter largement 50 ou 60 logements. Et moi, les élus m'ont dit ah non, mais ça ne sera pas acceptable. C'est pas acceptable. Vous n'en faites pas plus de 30. Donc, bon. Passe de 2 à 1, c'est. Ouais. Pardon. Et donc, bon, voilà, on est arrivé à 45 à force de discussion. Mais bon, c'est beaucoup de travail parce que bon, vraiment, c'est pas acceptable, à mon sens, de consommer autant de terrain et pas d'être vers la densité. Donc, on a vraiment ce travail. Puis bon, on travaille vraiment sur la qualité résidentielle, etc. des programmes.
on m'arrive encore de me proposer, on me propose parfois encore des architectes urbanistes, des belles bars avec des logements mono-orientés, etc. Enfin bon, il y a encore des fois beaucoup de travail. Donc on voit que cet enjeu sur la sobriété, la densité, il n'est pas que lié à un indicateur, on le sait, c'est aussi une qualité paysagère, une qualité urbaine, une qualité de vie, une attente sur des nouveaux usages, des transformations d'espace, aussi plus de biodiversité dans la ville. Et donc, pour mettre en œuvre tout ça, aujourd'hui, vous allez devoir aller encore un peu plus loin à travers le ZAN. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut vous servir de levier pour aller encore plus loin, mais aussi qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous bloque? Tu as évoqué tout à l'heure des opérations sur lesquelles tu avais des vraies questions. Donc là, si on regarde un peu plus le moteur et qu'on rentre dans le dur, où est-ce que ça peut pêcher pour toi? Et au contraire, où est-ce que le modèle de l'aménageur reste encore pertinent pour réussir à aller vers cette sobriété foncière qui est attendue? Il y a un vrai travail à faire par rapport aux ZAN sur l'acceptabilité sociale de cette densité. Que je vais en parler là, donc voilà. Je fais face en termes d'acceptabilité sociale aujourd'hui. Vous avez vu là, il y a des grands projets d'extension urbaine. Ils ont beau être labellisés, PAIR, PNE, etc. Aujourd'hui, le ZAN, ça légitime les oppositions. Et on fait face à de nombreuses oppositions sur ces projets d'extension liés à la réindustrialisation. Après, d'un autre côté, quand je travaille en tissu urbain, pareil, là, j'ai des frilosités. Soit, moi, j'ai des terrains, j'ai quand même un certain nombre de municipalités, collectivités qui me disent bah non, vous y allez pas. Vous y allez pas, on veut pas construire. Ou comme je disais précédemment, non, on veut pas autant de logements. On en veut moins parce que parfois on me dit même non, parfois même on me dit encore moi je veux de la maison individuelle. Bon, Et pourtant, vous vous autosaisissez pas de quartiers aménagés, vous agissez à la demande des collectivités et sur la base d'un programme avec un équilibre économique et une motivation politique. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, des fois, je me dis qu'on arrive parfois à un stade où on va se dire on n'arrive plus à faire. Voilà. Moi, c'est un peu la crainte que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à produire du logement et à produire du terrain pour la nouvelle économie, etc. Et là, voilà. Donc, il y a un vrai challenge d'arriver à faire aujourd'hui. Et j'ai des freins aujourd'hui liés à cette acceptabilité sociale, mais je n'ai pas que des freins là, hein. J'en ai aussi au niveau aussi réglementaire. Hein. J'ai un certain nombre d'injonctions contradictoires à gérer. Pardon. Je vais prendre un exemple. Ouais. Si on peut revenir sur le site Bonasabla. Encore. Ouais, celui-là. Donc là, on est vraiment 100% imperméabilisé. Et eh bien, j'ai une espèce protégée sur ces terrains. J'ai un petit oiseau qui s'appelle le petit gravelot. Il adore les graviers, qui court partout sur le terrain. Et donc, l'Adréal me dit, monsieur Rosselin, il faut que vous compensiez. Donc, vous alliez chercher des terrains naturels où il va falloir que je mette du gravier. Donc, voilà. Et le gars, la personne de l'Adréal me dit, excusez-moi, mais c'est pas moi qui fais la réglementation. Donc, on va essayer de trouver un compromis à force de discuter. Donc, on va essayer sur ces 10 hectares, on va réserver 1 ou 2 hectares en évitement pour ce petit... parce que on va pas aller consommer des terres agricoles ou des prairies pour remettre du gravier sur des prairies à côté, quoi. Donc voilà. Donc, il faudrait compenser ailleurs d'ailleurs. Oui, voilà. Donc d'un moment, on va éviter. Donc voilà. Aujourd'hui, ce qu'on me demande aussi au niveau des projets, c'est de dire il faut que vous trouviez un meilleur compromis entre biodiversité, accueil d'entreprise, souveraineté alimentaire. Et donc, on me dit de gérer ce compromis à l'échelle du projet. Pour moi,
c'était plutôt à l'échelle d'un territoire, d'un SCOT, d'un PLU, de gérer ces équilibres. Aujourd'hui, on demande au projet de respecter ces choses. Et donc aujourd'hui, j'ai une très forte pression sur un autre site, là, sur le site Inspira, de préserver l'agriculture, de laisser des espaces. Voilà, et donc je pense que je vais finir par arriver à faire un tiers ou aller un maximum la moitié de la capacité que j'avais. Parce qu'ici, je suis bien placé, je suis au bord du canal du Rhône, je suis au bord de la voie ferroviaire Paris-Lyon-Marseille, j'ai l'autoroute A7, j'ai toutes les pipelines de transport de matière, etc., etc. Donc c'est le lieu pour faire quelque chose et pour faire de l'industrie ici. Mais ça ne passera pas. Enfin, je pense qu'on n'y arrivera pas. C'est aussi un très bon lieu pour faire de l'agriculture. Voilà. Voilà, mais moi j'ai des politiques nationales de préservation de l'agriculture et j'ai des politiques nationales de réindustrialisation. Voilà, c'est où on met. Voilà, moi j'ai pas. Voilà, c'est un constat que je fais aujourd'hui. Donc frein social, frein réglementaire, injonction à compenser et à éviter les impacts, mais à l'échelle du projet. Du coup, pour toi, comment il faudrait faire pour dépasser Est-ce que c'est une question à poser au niveau des PLUI? Est-ce que c'est une question à poser au niveau des SCOT? Ou est-ce que c'est les opérations qui auraient dû, plus en amont, anticiper leurs impacts? Ou est-ce qu'elles ont été imaginées et validées à une période où on n'avait pas encore ces contraintes-là? Et finalement, il faut s'adapter en permanence à une réglementation qui évolue et qui se durcit. Il y a deux réponses. Il y a déjà, il faut arriver à faire des choix. Je ne pense pas qu'on puisse satisfaire tout à l'échelle du projet. Et que du coup, la réponse, comme tu le disais, c'est sur les PLU et SCOT. Et qu'on ait vraiment imaginé tous ces impacts de projet au niveau des PLU et SCOT. Et qu'on s'est dit qu'il y a une stratégie globale d'équilibre sur toutes les thématiques. D'évitement, de compensation, oui, tu voilà, veux dire Je pense qu'il y a un vrai travail d'anticipation qui n'est pas forcément fait. On demande au projet de gérer ces anticipations. C'est normal, moi je dis bien, il faut compenser, etc. Il faut le faire. Mais c'est délicat une fois qu'on est au niveau de la phase de projet. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est que j'ai beaucoup de sujets. Également, on essaye d'être intelligent sur nos projets et de faire... ça te fait saut. On essaye tous d'être intelligents. Non, mais vraiment, on travaille beaucoup nos projets, etc. Et j'arrive souvent à des blocages aujourd'hui sur les PLU, voire sur les SCOT, où notamment les OAP, voilà, je fais face à des OAP très prescriptives sur lesquelles je ne peux plus travailler intelligemment. Et là, je deviens de façon assez systématique aujourd'hui de devoir modifier les PLU pour faire mes projets urbains. Et là, c'est vraiment une perte de temps et d'énergie. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est de donner les grands objectifs sur les OAP, mais pas de prescription au niveau projet, parce que là, c'est vraiment une difficulté majeure que j'ai dans l'avancement de mes projets aujourd'hui. Alors, je sais, tu m'as expliqué que sur Grenoble, sur le PLUI de la métropole, vous avez fait ce travail-là, mais j'ai du mal, moi, sur les autres territoires, et notamment les DDT, veulent absolument avoir des garanties sur leurs OAP, alors qu'on est en maîtrise publique en plus. D'autant plus sur les projets en maîtrise publique, où il y a un aménageur, il y a des fiches de l'eau, il y a parfois on est en ZAC, etc. Il y a des cahiers des charges. Tu as un exemple de blocage, justement. Je crois que tu m'avais parlé d'un cas de figure assez intéressant. Oui, alors là, c'est plus... oui, j'ai un cas de figure qui est très récent, la semaine dernière. Voilà, on fait de la densité, on a une dent creuse dans une petite ville, hein, qui est très dynamique, et voilà, on fait un projet urbain à 120 logements. La DTT me dit, c'est très bien, le projet est très beau, et voilà, il est dans la ligne de la loi climat et résilience, mais vous ne m'avez pas
Mais on a une question liée à la compatibilité liée au SCOT, parce qu'au SCOT, c'est considéré comme un village, c'est maximum 6 logements pour 1000 habitants par an. Donc, 120 logements, c'est une petite commune quand même, il n'y a pas beaucoup. Donc, vous ne respectez pas. Donc, vous pouvez pas, je ne vous accorde pas la mise en compat du PLU parce que vous n'êtes pas compatible au SCOT. Alors, j'avais pris des marges, hein, j'étais à 10%, j'avais trouvé quand même non, c'est strict, vous ne devez pas dépasser, etc. Donc, soit je refais mon projet avec, au lieu d'en faire 120, je vais en faire 100 et 90. Ou soit j'ai dit, je le ferai dans une durée beaucoup plus longue, le projet. Mais la dynamique, il est là du territoire. Voilà, il y a des grandes entreprises nationales, d'alimentaire national sur ce village. Il y a plein de tissus PME, PMI, c'est dynamique, il y a les équipements, etc. Et là, on a une vision assez. Moi, je pense que c'est pas forcément encore le SCOT qui est le sujet, mais c'est la vision, l'interprétation assez rigide que j'ai des services de l'État, des manques de souplesse. Donc, parce qu'on n'a pas besoin d'une stricte compatibilité. Ouais. Donc, besoin de scènes d'échange finalement pour anticiper les impacts des projets à la bonne échelle, celle du bassin de vie. Puis besoin de scènes d'échange pour voir comment co-construire finalement les règles et savoir les interpréter. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci.